Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Orwell Mécanique, la chaîne qui décrypte la machine médiatique au service du pouvoir et de l'idéologie dominante. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet fondamental dont les médias français ne parlent pas du tout. Il s'agit d'un ouvrage écrit par Klaus Schwab et Thierry Malret, intitulé Covid-19, la grande réinitialisation, publié en juin 2020. Au moment où je fais cette vidéo, nous sommes en pleine polémique autour du film Hold Up, documentaire soi-disant complotiste qui traite de toutes les zones d'ombre, des anomalies et contradictions autour de la pandémie de Covid-19. Documentaire que je vous recommande vivement, ne serait-ce que pour avoir un point de vue différent du discours officiel, que tous les médias de masse répètent en boucle quotidiennement. Je vous laisse le lien en description si vous souhaitez le voir et vous faire votre propre avis. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport entre ce documentaire, Hold Up, et le sujet de cette vidéo? Eh bien en réalité, il y a un lien direct. Dans ce livre, Covid-19, la grande réinitialisation, les auteurs nous présentent le projet mondialiste pour le monde de demain, le monde post-pandémique. C'est en ayant connaissance du but recherché par nos élites que l'on peut comprendre les moyens déployés pour façonner l'opinion publique, pour endoctriner la population. Donc si vous voulez, Hold Up traite justement des potentiels moyens mis en œuvre, du mode opératoire, alors que le livre, dont je vais vous parler, nous présente le but final. Le décryptage qui va suivre est tout simplement inattaquable, impossible de l'accuser de complotisme, puisque je vais m'appuyer uniquement sur ce que nous disent les auteurs, citation à l'appui. Et qui sont justement les auteurs du livre? Klaus Schwab, c'est le fondateur et président du Forum économique mondial, Thierry Malret, un des collaborateurs importants du Forum économique mondial, puisqu'il y a fondé le Global Risk Network et dirigé l'équipe de programme. Il est aussi le PDG de Monthly Barometer, qui est spécialisé dans l'analyse prédictive. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a affaire à deux représentants importants, deux têtes pensantes du système mondialiste. Je suis donc allé à la source, ce que tout bon et honnête journaliste devrait faire. Dernier point important avant de démarrer cette vidéo, bien que les complots fassent partie intégrante de l'histoire du monde et qu'il y en ait toujours eu, je vais quand même éviter de parler de complot puisque le mot en lui-même a perdu tout son sens. L'accusation de complotisme est faite pour décrédibiliser la parole de quelqu'un, mais ce sera le sujet d'une vidéo à part. Donc moi je ne vais pas parler de complot, mais je vais plutôt parler de projets idéologiques. Il y a chez les personnes qui ont écrit ce livre et chez nos élites mondialistes un projet politique, idéologique, qu'ils veulent très clairement nous imposer. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant, en appuyant donc sur les écrits de deux des acteurs du système. Je vais commencer par la conclusion. Ça permet de donner, d'une certaine manière, la tendance du livre. Nous sommes maintenant à la croisée des chemins. Une seule voie nous mènera vers un monde meilleur, plus inclusif, plus équitable et plus respectueux de Mère Nature. L'autre nous conduira dans un monde semblable à celui que nous venons de laisser derrière nous, mais en pire et constamment jalonné de mauvaises surprises. Donc très clairement, on a une bataille idéologique qui se présente devant nous. Le tout est de savoir si on va laisser les élites mondialistes décider à notre place. Et surtout, il faut comprendre ce qu'on nous réserve. Alors, quand on parle de grande réinitialisation, il y a plusieurs aspects, plusieurs domaines qui sont concernés. Et bien évidemment, le premier domaine, c'est le domaine économique. Et en fait, ce que nous présentent les auteurs, c'est que pour qu'il y ait déjà un redémarrage tout à fait relatif de l'économie, eh bien, il faut de toute façon qu'il y ait pour ça un vaccin. Le prochain obstacle est le défi politique consistant à vacciner suffisamment de personnes dans le monde. Collectivement, nous sommes aussi forts que le maillon le plus faible, avec un taux de conformité suffisamment élevé, malgré la montée des anti-vaccins. Du coup, vu qu'il ne peut pas y avoir de relance économique sans vaccin, de fait, le chômage ne pourra évidemment pas diminuer tant qu'il n'y aura pas de vaccin non plus. C'est écrit, page 38. Dans les mois à venir, la situation du chômage est vouée à se détériorer davantage, pour la simple raison qu'elle ne peut pas s'améliorer de manière significative tant qu'une reprise économique durable n'est pas amorcée. Cela n'arrivera pas avant qu'un vaccin ou un traitement soit trouvé. Donc on a déjà le chômage qui ne pourra pas diminuer tant qu'on n'aura pas de vaccin, et aussi le chômage de masse, lui, sera accentué par le remplacement progressif par les robots et l'automatisation. Automatisation qui sera rendue essentielle pour des questions de santé publique, bien évidemment, parce qu'il faut avant tout préserver votre santé. Il faut éviter les risques de contamination, mais aussi pour des questions de productivité, bien sûr. Parce qu'il faut sauver les entreprises d'une certaine manière. Et pour éviter que les entreprises fassent faillite, il faut qu'elles soient productives. Et pour qu'elles soient encore plus productives, eh bien, machines et automatisation. Et c'est dit très clairement, toujours page 38, la récession induite par la pandémie va déclencher une forte augmentation du remplacement de la main-d'œuvre, ce qui signifie que le travail physique sera remplacé par des robots et des machines intelligentes, ce qui à son tour provoquera des changements durables et structurels
sur le marché du travail. Alors, en plus du chômage de masse, on a affaire à un accroissement des inégalités. Et les auteurs se posent la question de est-ce que la tendance pourrait s'inverser? Est-ce qu'on pourrait aller vers plus de redistribution, plus d'égalité? Sauf qu'en fait, clairement, la réponse est non. C'est expliqué page 57. Toutefois, dans un avenir plus lointain, la tendance pourrait s'inverser et son contraire pourrait avoir lieu, moins d'inégalités. Si on se fie à l'histoire, ce scénario optimiste a peu de chances de l'emporter s'il n'est pas précédé de troubles sociaux conséquents. Mais sauf que ça, il faut absolument éviter cette situation. Il faut absolument éviter les troubles sociaux. Toujours page 57, l'un des dangers les plus profonds de l'ère post-pandémique est l'agitation sociale. Et c'est évident puisque d'une certaine manière, ça remettrait en question l'ordre établi. On voit très clairement qu'il faut éviter les troubles sociaux. Ils prennent notamment en exemple les Gilets jaunes, page 60. Comme l'a démontré le mouvement des Gilets jaunes en France, des formes violentes et durables d'agitation sociale peuvent éclater même dans les pays dotés d'un solide filet de sécurité sociale, mais où les attentes de la société sont laissées pour compte. Nous ne sommes pas impuissants face à de potentiels troubles sociaux pour la simple et bonne raison que les gouvernements, et dans une moindre mesure les entreprises et autres organisations, peuvent se préparer à atténuer le risque en adoptant les bonnes politiques. Là, comment on fait? En fait, c'est la technique de la carotte. C'est comme ça, c'est avec la carotte qu'on va réussir à calmer la fronde, à calmer la colère populaire, avec des petites mesurettes qui vont faire bien, qui vont satisfaire pendant un temps la colère populaire. Mais bon, en réalité, ça ne va pas changer radicalement les choses. Et parmi les mesurettes qui nous sont proposées, il est écrit notamment, page 63, des allocations de chômage prolongé, des congés de maladie et de nombreuses autres mesures sociales devront être mises en œuvre pour amortir l'effet du choc et deviendront ensuite la norme. Voilà, donc la fameuse carotte. Donc on a la carotte sociale et on a aussi la carotte sociétale. Et alors là, c'est simple, hein, le système en fait utilise les différentes luttes, les luttes pour les minorités ethniques, pour les droits LGBTQ, pour le féminisme, etc., dans le but de détourner tout simplement l'attention de la population des questions fondamentales. Et pour ça, la cible de choix, la cible la plus influençable, c'est évidemment les jeunes, la jeunesse. Et là aussi, c'est écrit très clairement, page 69, l'activisme des jeunes se développe dans le monde entier, révolutionné par les médias sociaux qui augmentent la mobilisation dans une mesure qui aurait été impossible avant. Elle prend de nombreuses formes différentes, allant de la participation politique non institutionnalisée aux manifestations et protestations, et aborde des questions aussi diverses que le changement climatique, les réformes économiques, l'égalité des sexes et les droits des LGBTQ. La jeune génération est fermement à l'avant-garde du changement social. Il ne fait guère de doute qu'elle sera le catalyseur du changement et une source d'impulsion critique pour la grande réinitialisation. Voilà, le but c'est d'enfumer la jeunesse, de l'endoctriner sur des luttes sociétales, environnementales, pour les rallier à la cause mondialiste. Et qui dit colère populaire, dit évidemment menace populiste. Là, c'est vraiment, s'il y a bien un truc qu'il faut éviter, c'est ça. Et d'ailleurs, sortir du cadre de la mondialisation, c'est même pas envisageable. C'est écrit, page 73, l'économie mondiale est si étroitement interconnectée que mettre un terme à la mondialisation est chose impossible. Sauf qu'au lieu de parler de mondialisation, eh bien, ils sont très malins, c'est que désormais on parlera de régionalisation. Comme par exemple à travers l'Union européenne. Clairement pas le meilleur exemple en termes de cohésion et d'entente entre les pays, on voit que ça marche pas du tout. Donc les ennemis à abattre sont nationalisme, souverainisme et protectionnisme. Je cite, page 76, un retrait hâtif de la mondialisation entraînerait des guerres commerciales et monétaires, endommageant l'économie de chaque pays, provoquant des ravages sociaux et déclenchant un nationalisme ethnique ou clanique. Instaurer une forme de mondialisation beaucoup plus inclusive et équitable qui la rendrait durable, tant sur le plan social qu'environnemental, est la seule façon viable de gérer ce retrait. Voilà, donc évidemment, pour lutter contre toute forme de nationalisme, ça nécessite une meilleure gouvernance mondiale, le fameux nouvel ordre mondial ou simplement gouvernement mondial. Et il rajoute, page 77, qu'il s'agisse de pandémie, de changement climatique, de terrorisme ou de commerce international, ce sont tous des problèmes mondiaux que nous ne pouvons aborder et dont les risques ne peuvent être atténués que de manière collective. On est quand même dans la mauvaise foi absolue, parce que quand on parle de pandémie, de changement climatique ou de terrorisme, ou même de commerce international, tous ces problèmes-là, en fait, sont liés directement
à la mondialisation, à trop de mondialisation, à une hyper-consommation, à une hyper-production, destruction des écosystèmes, le pillage des ressources naturelles. Ça, c'est pour la question climatique. Au niveau du terrorisme, je crois que c'est assez évident, hein, dès qu'on va piller des pays, bombarder des pays, intervenir pour faire tomber un régime, etc., on crée une instabilité et derrière avoir un risque de déploiement du terrorisme international. Ça s'est vu avec l'Irak, ça s'est vu avec la Libye, la Syrie. Donc là encore, c'est quand même la mondialisation qui est au cœur du problème. Et pour la pandémie, c'est pareil. C'est-à-dire que si on n'était pas justement, comme ils le disent dans le livre, aussi interdépendants et aussi interconnectés, la pandémie n'aura jamais eu lieu. Ça serait resté de l'ordre d'une épidémie locale et non pas mondiale. Bien sûr, à la tête de cette gouvernance mondiale, on aura désormais les États-Unis de Joe Biden, qui vient apparemment donc d'être élu président des États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis, ils sont en concurrence directe avec la Chine. Les auteurs, ils en parlent très clairement dans le livre, et ils parlent même d'une nouvelle guerre froide. Je cite, page 80, « Dans l'ère post-pandémique, la Covid-19 pourrait être considérée comme le tournant qui a inauguré un nouveau type de guerre froide entre la Chine et les États-Unis. Contrairement à l'Union soviétique, la Chine ne cherche pas à imposer son idéologie au monde entier. » Donc on a une nouvelle guerre froide entre la Chine et les États-Unis qui se dessine, ce qui était déjà quand même plus ou moins le cas avant la pandémie, hein, mais qui donc va s'aggraver finalement dans l'ère post-pandémique. Et notamment, on l'a vu, parce qu'en fait, pendant la pandémie, en mars, c'est la Chine qui nous a fourni, à nous pays européens, les équipements dont on avait besoin. Voilà, c'est dit très clairement, hein. Je cite page 83. « Si par le passé, les États-Unis ont toujours été les premiers à apporter de l'aide là où elle était nécessaire, ce rôle appartient désormais à la Chine. En mars 2020, la Chine a envoyé en Italie 31 tonnes de matériel médical, respirateurs, masques et combinaisons de protection, que l'UE ne pouvait pas fournir. » Donc en fait, la mondialisation, elle, qui est responsable de notre dépendance vis-à-vis de la Chine, donc dans ce cadre-là, ce serait une mauvaise mondialisation. C'est ce qu'il faut lire entre les lignes, hein. Mais en revanche, si c'est les États-Unis qui nous prêtent et qui viennent en aide à l'Europe, alors là, tout de suite, la mondialisation elle redevient vertueuse, on retrouve une vraie coopération entre les États, une bonne gouvernance mondiale, voilà, comme on a pu voir au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand les États-Unis sont venus à la rescousse de l'Europe avec le fameux plan Marshall. C'est grâce à toujours plus de mondialisation, ou plutôt donc la régionalisation, comme ils appellent ça, accompagné d'une gouvernance mondiale, qu'on va réussir à gérer les problèmes à venir. Et un des problèmes majeurs pour les prochaines années, ce sera bien évidemment la vague migratoire. Donc là encore, les auteurs en parlent très bien. Page 87, je cite, « Le nombre de personnes souffrant d'insécurité alimentaire aiguë pourrait doubler en 2020 pour atteindre 265 millions. La combinaison des restrictions de déplacement et de commerce causées par la pandémie, avec une augmentation du chômage et un accès limité ou inexistant à la nourriture, pourrait déclencher des troubles sociaux à grande échelle, suivis de mouvements massifs de migration de réfugiés. » Donc quand même tout un projet, surtout que si on laisse l'Union européenne gérer ça pour nous, ça va être clairement une catastrophe. On aura une vague migratoire donc très importante, qui va s'accompagner de tensions sociales très fortes, et puis aussi ça va s'aggraver aussi avec une augmentation du chômage de masse, parce que là encore, on aura beaucoup plus de travailleurs étrangers. Donc forcément, on aura plus de travailleurs, donc on aura plus de demandeurs d'emploi. Donc qui dit plus de demandeurs d'emploi dit plus de chômage, évidemment.